1957. Le char Teddy-Sem est accepté en service. S'il est alors technologiquement parlant le char lourd le plus perfectionné au monde, par exemple par l'utilisation d'un système de ciblage automatique, il va de soi que les soviétiques devaient réfléchir sans plus tarder à une nouvelle génération de chars lourds, les ingénieurs devant tirer profit des points forts du concept même du blindé lourd. Ce concept, qui devint évidemment caduc quelques années plus tard, avait toujours le vent en poupe au début des années 50, et appela au développement de chars lourds toujours plus démesurés, mieux armés et mieux motorisés, ce dernier point rapprochant tellement les chars lourds des chars moyens qu'il sera difficile d'y voir une différence entre les deux types. Quant à l'armement, une révolution était attendue. Plus qu'une amélioration du 122 mm M62 T2S, prenant ses racines dans les années 40, un tout nouveau calibre était prévu. Du 130 mm au 140 mm, de nombreux canons furent étudiés afin de maximiser la puissance de feu des nouveaux chars lourds. Ces chars lourds étaient au nombre de 3. L'Objekt 277 et 279, très connu et développé par l'usine Kirov à Leningrad, ainsi que l'Objekt 770 de Tcheliabinsk, pour lesquels je consacrerai sûrement une vidéo. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur l'Objekt 277. En 1955, selon le décret du Conseil des ministres de l'URSS daté du 12 août, et organisant les exigences du développement d'un nouveau char lourd, le bureau de conception de l'usine de Kirov, l'OKBT, commença le travail sous la direction de l'ingénieur en chef que l'on ne présente plus, Joseph Kotin. Si Kotin est souvent cité, l'ingénieur principal du projet restait Nikolai Chachmourine, célèbre lui aussi pour ses travaux sur les chars lourds, tels que l'IS-7. Le canon et le système de stabilisation furent conçus et construits par 3 entités, le TS INI 173, l'usine 172 et l'usine 393. Le moteur sera conçu par l'usine 800 et les châssis et tourelles seront construits par les usines d'Ijorsky et de Mariupol. La rapidité du travail fit qu'un prototype devait déjà être prêt pour l'hiver 1957, ainsi qu'une carcasse pour y effectuer des essais balistiques. D'ici le printemps 1958, 2 prototypes devaient être prêts pour les essais d'état. L'esquisse du char avait été approuvée par le comité technique du GBTU début 1956, et avant la fin de l'année, tous les plans de toutes les pièces du char étaient prêtes à être envoyés aux usines. Dès la fin de l'hiver, la carcasse du véhicule était prête, et subit des essais balistiques durant plusieurs mois, afin de déterminer l'épaisseur optimale et l'intégrité structurelle du blindage. Suite à des essais avec divers canons de 122 mm, dont celui du Teddy-Sem, il fut déterminé que le blindage de tourelle était compromis sur la partie frontale à une vitesse d'obus de 850 mètres par seconde, alors que les prérequis étaient de 900 mètres par seconde. Seuls les flancs de tourelle avec une inclinaison importante offraient la résistance requise aux obus de 122. La protection du châssis fut quant à elle jugée bien plus satisfaisante, pouvant stopper les obus perforants de 122 mm et les obus à charge creuse de 85 mm. Le NIIBT proposa de renforcer, structurellement parlant, la partie frontale du véhicule, surtout au point où se joignaient les diverses parties moulées. En mai 1957, une tourelle expérimentale fut armée du canon de 130 mm M65, développé entre autres pour ce char lourd, ainsi que d'un système de stabilisation Groza. Ce système, développé à partir du système Liven du Teddy-Sem, offrait une chance de 60% de coup au but à 1500 mètres, à une vitesse de 25 km/h. Cette tourelle fut installée sur un châssis de T10, afin notamment de tester la résistance d'un tel véhicule. Les divers résultats menèrent les ingénieurs à ajuster divers composants du véhicule, jugés perfectibles. La lenteur des usines à produire et à assembler certains composants mena forcément à un retard, et mena quasiment à l'arrêt du projet. Ainsi, le prototype destiné aux essais d'usine fut repoussé sur le papier à l'automne 1959, et les 2 prototypes pour essais d'état à l'hiver de la même année. Néanmoins, un châssis et une tourelle révisée furent produits pour l'été 1958, et dès les premiers essais, la qualité de l'acier se révéla insuffisante, menant à l'arrêt des essais, qui ne reprendront qu'en mars 1959, lorsque Leningrad reçut encore une fois une carcasse corrigée. Souhaitant accélérer la production des prototypes, l'usine de Kirov avait déjà assemblé un prototype complet le 25 décembre 1958, qui sera essayé moins de 2 semaines plus tard. Roulant sur plus de 130 km avec un moteur en marche durant 14 heures de suite, un grand nombre de défauts furent notés, dont la plupart étaient liés à la boîte de vitesse et autres éléments de motorisation. Durant la première vraie batterie de test du char, en avril 1959, l'emphase fut mise sur la motorisation et le système de stabilisation, qui était sans surprise non négligeable compte tenu de la masse et de la taille du canon. Roulant quasiment 1400 km, des défauts qui avaient pourtant été corrigés après les premiers essais réapparurent, et forcèrent les soviétiques à modifier une grande partie des composants du char, dont l'optique du tireur et le système Groza.
La modification et les essais du char prenant une grande partie du temps de l'usine, la question de la production des 2 prototypes pour les essais d'État fut mise en temps sous le tapis. Dans ce contexte, le Conseil des ministres n'eut d'autre choix que de repousser la date limite au printemps 1960. En attendant, le char connut une autre série d'essais, entre décembre et février 1960, durant lesquels il parcourut plus de 1200 km et tira une soixantaine d'obus à une cadence maximale théorique de 8 coups par minute, soit un temps de rechargement de 7 secondes 5. Dans les faits, plus proche des 6 coups par minute. Les résultats étant encourageants, il fut décidé de produire les 2 prototypes suivants durant les années qui arrivent. Le 3e prototype fut terminé à la fin du printemps 1960, et selon les résultats des essais du 2e prototype, devait incorporer des changements importants, tels qu'une boîte de vitesse renforcée. Malheureusement, tout cela prit du retard, et le 19 juillet 1960, selon la décision numéro 744-310 du Conseil des ministres de l'URSS, les travaux sur les chars lourds expérimentaux produits à l'usine de Kirov devaient être immédiatement stoppés. L'information sera reçue par l'usine de Kirov au milieu d'août. Les prototypes furent alors confiés à l'armée entre août et septembre. Le 3e prototype fut conservé à l'usine de Kirov et plus tard ferraillé, tandis que le 2e et le 4e prototype seront envoyés au terrain d'essai de Kubinka, afin d'y être stockés dans le même état où ils avaient quitté l'usine. Le 4e prototype sera cannibalisé, et le 2e prototype est de nos jours toujours présent à Kubinka, où il réside depuis 60 ans. Maintenant que nous avons rapidement vu l'histoire de ce véhicule, rentrons dans le vif du sujet. Ses caractéristiques, assez intéressantes pour cette époque. Tout d'abord, la motorisation, qui était un point particulièrement important du projet de nouveau char lourd. Ainsi, chaque véhicule comme l'Object 770 et le 279 disposaient de leur propre moteur, plus ou moins développé spécifiquement pour chaque véhicule. Le 277 ne dérogeait pas à la règle et était propulsé par le moteur M850 développé par l'usine Zvezda à partir du moteur de bateau M50, lui-même reprenant le moteur d'avion AN1. Si le moteur affichait des caractéristiques tout à fait correctes pour un char lourd, comme une puissance de 1000 à 1090 chevaux à 1800 tours minute, il n'était pas des plus fiables. Par rapport au modeste 750 chevaux du T10M de 50 tonnes, les plus de 1000 chevaux de l'Object 277 de 55 tonnes conféraient au véhicule une mobilité bien supérieure à son prédécesseur, avec, pour vous donner un ordre d'idée, un rapport poids-puissance similaire à la MX-30. Un moteur aussi puissant se trouve à cette époque être très gourmand, et avec plus de 1000 litres de diesel à bord, le véhicule pouvait parcourir au mieux 350 km de route. Imaginez alors la consommation en tout terrain. L'autre gros problème se situe au niveau des filtres à air, dont la maintenance devait être effectuée toutes les 16 heures, au lieu des 60 heures requises dans les spécifications du véhicule. Formant un seul bloc avec le moteur, la transmission du véhicule reprenait un système de boîte de vitesse épicycloïdale à 8 vitesses, à la manière du T10M. Cette combinaison permettait au véhicule d'atteindre une vitesse de 55 km/h sur route et une vitesse moyenne de 35 km/h en tout terrain. Le train de roulement était lui aussi très typé T10, avec un système tout à fait classique de barres de torsion et d'amortisseurs hydrauliques. Il est intéressant de noter que l'Object 277 était équipé de chenilles du type OMCHA, qui disparaîtront petit à petit quelques années après l'annulation du projet en faveur des chenilles du type RMCHA, plus robustes. Si par une quelconque magie le 277 avait été produit, la possibilité de le voir avec des chenilles différentes n'aurait donc pas été nulle. Puisqu'il s'agit d'un élément dont je suis obligé de parler, veuillez noter que les galets de roulement du 277 étaient identiques à ceux du T10. Quant au blindage que devait faire bouger ce groupe motopropulseur, eh bien il atteignait lui aussi les limites du raisonnable, poussant dans ses derniers retranchements l'acier. Si un concept de blindage composite sera plus tard proposé pour l'Object 279, ce n'était pas le cas de l'Object 277, qui peut lui aussi seulement offrir une protection frontale aux obus perforants de 122 et aux obus à charge creuse de 90, qui était alors le standard américain. Deux tourelles avaient été construites en 1957 afin de déterminer l'arc de protection de ces dernières. Durant ces premiers essais, la menace représentée était un canon de 122 mm M62 et A19, tirant à plusieurs reprises avec un angle de 35 à 70 degrés par rapport à l'axe du canon. Comme je l'ai précédemment dit, la tourelle devait répondre à des critères précis, dont une VPTP de 900 mètres secondes. Dans notre cas, cela signifie que la tourelle devait pouvoir encaisser un obus de 122 mm à 900 mètres secondes en se déformant mais sans se fissurer. Mais là encore, le sujet des essais balistiques soviétiques est un sujet complexe à maîtriser. La tourelle de notre bel Object ne remplissait pas ces conditions sur la partie frontale, puisqu'elle arrivait déjà à 850 mètres par seconde. Outre ce petit détail et la qualité aléatoire des soudures du toit, les tourelles avaient été jugées globalement satisfaisantes. Le NIIBT conseilla de renforcer les soudures, et plus globalement le blindage de flanc de tourelle, qui paradoxalement s'était montré plus solide que l'avant. Le châssis aura quant à lui connu un surplus funeste.
S'il est arrivé en juillet 1958, il fallut le renvoyer à l'usine, à cause de la qualité de l'acier qui ne contenait pas après quelques tirs. L'usine ne reçut le châssis qu'en novembre, et les plans pour retravailler le châssis n'arrivèrent qu'en mars 1959. Ce qui fait qu'il fallut une année entière pour envoyer le châssis en juillet 1958 et le recevoir une nouvelle fois en juillet 1959. Là, les résultats furent plus mitigés, confrontés au même type de menaces que la tourelle, c'est-à-dire des obus perforants de gros calibre et des charges creuses telles que des obus ou des roquettes. Le char montrait une certaine faiblesse à ces dernières. Blinder suffisamment le véhicule pour qu'il résiste à tous ces projectiles aurait impliqué d'énormes sacrifices. Et ce n'est pas pour rien qu'apparaîtra plus tard le blindage composite, notamment sur l'Object 167M, le T-62B, puis sur l'Object 432, le T-64. Mais qu'en est-il de l'armement, qui lui aussi a été conçu sur mesure pour les trois chars lourds? Là encore, tout était démesuré, quand on regarde avec du recul ce qui se faisait en face à la même époque. Le canon de 130 mm M65, développé en 1955, pouvait par exemple perforer jusqu'à 300 mm de blindage vertical à courte distance, avec son obus perforant uniquement. Couplé au viseur / télémètre stéréoscopique TPDS au système de stabilisation Groza, qui fut spécialement développé pour ce canon tant il était lourd, le M65 apportait une réponse à un problème qui n'existait pas, et qui n'allait pas exister pendant un long moment. Le système fut tout de même amélioré avec le viseur TPD2S et le stabilisateur Groza 2, qui apportait notamment au tireur un viseur stabilisé sur les deux axes, simplifiant grandement la tâche de recherche et d'acquisition des cibles. La partie la plus intéressante du système reste le râtelier de munitions mécanisé, qui permettait une cadence de tir de 5 à 7 coups minutes. Les obus, situés sur un plancher rotatif, étaient montés au niveau des charges par un système de courroie. Une fois l'obus et le transporteur à l'horizontale, la charge, elle aussi dans un système rotatif, était poussée par un système similaire aux autres chargeurs soviétiques, comme celui du T-10. En cas de raté avec le système, le chargeur disposait évidemment d'un système manuel, qu'on appelle plus communément ses bras. Ce qui est intéressant avec ce système contenant 15 obus est qu'il était déjà doté d'un système, évidemment manuel, de différenciation des obus perforants et explosifs, à la manière des futurs carousels soviétiques. En 1959, un nouvel obus flash fut développé pour le canon M65, allant à 1800 mètres par seconde et perforant 350 mm d'acier vertical à 1000 mètres. Ce projet est pour autant loin d'être le plus indécent, puisqu'entre les projets de 140 mm des études Molot et Resets, ou encore le 152 de l'étude Taran, en passant par les canons hilarants de 11 mètres de long du projet Strela, il y a bien des choses à dire. Pour conclure, peut-on dire que l'Object 277 était en soi un très bon char? Effectivement. Peut-on aussi dire que le char était plus une démonstration de force et de technologie qu'un char adapté à une production durant un conflit? C'est aussi le cas. C'est évidemment sans compter sur le concept de char lourd, qui malheureusement prend le tournant que nous connaissons tous à la fin des années 50, c'est-à-dire sa disparition logique au profit de chars moins grandioses, mais pas moins complexes, et surtout plus rationnels. On associe la fin des programmes de chars lourds à Khrouchtchev, et à son souhait de faire prospérer le développement de chars armés de missiles. Et c'est vrai, mais ne nous faisons pas d'illusions, le sort de l'Object 277 aurait été le même, peu importe qui avait le pouvoir. Des alternatives moins risquées avaient été proposées, comme l'Object 292, combinant une tourelle de 277 avec le châssis d'un T-10M, équipé d'un nouveau moteur et d'une nouvelle transmission, mais rien n'y fera, le char lourd était condamné.